tous, je suis ravie de vous proposer cette conversation avec Émilie Paulet. Aujourd'hui, Émilie est conseiller immobilier pour le groupe Efficity. Je l'ai accompagnée il y a un peu plus de 3 ans. Elle sortait d'une période assez difficile dans sa précédente entreprise et souhaitait construire un nouveau projet professionnel. Les ingrédients qu'on avait identifiés à l'époque étaient en numéro 1, un besoin d'indépendance, d'autonomie, de liberté, en numéro 2, un sens de l'esthétique qu'elle souhaitait mettre à contribution, et en numéro 3, un souhait d'accompagner les transitions de vie. Alors, si le projet travaillé à l'époque a légèrement évolué, il rassemble cependant ces 3 éléments. Il fallait juste ajouter sa passion pour l'immobilier. Alors, vous allez le voir, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a choisi d'exercer ce métier à sa manière, en respectant ses valeurs, et aujourd'hui, elle utilise ses compétences d'éco pour accompagner ses clients à se projeter. La touch qui fait la différence. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Alors, il y a beaucoup d'Émilie là. Oui. Alors Émilie, on s'est rencontrés nous il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. À l'époque, tu étais encore en poste en tant que commercial chef de produit. Ça faisait 10 ans que tu faisais ce métier. Tu aspirais à autre chose, tu n'étais plus épanouie. Et c'est à cette occasion-là que tu es venue me voir. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu la genèse de ce changement professionnel ? Tout à fait. Donc pendant 10 ans, j'ai travaillé dans les cadeaux promotionnels, notamment avec les grandes marques de cosmétiques, de parfums, en partenariat beaucoup avec des industriels basés en Chine. J'ai fait ce métier-là dans plusieurs entreprises où il y a eu 2 points communs dans les entreprises dans lesquelles j'ai effectué ce métier. C'était mon manque d'autonomie, un besoin de contrôle de mes N+1. Et je pense qu'à un moment, je suis arrivée à un point où j'osais plus rien. Et ça me freinait, ça me bloquait. J'étais plus en accord avec moi-même. Et donc, tu ne te sentais plus bien et ça se matérialisait comment ? Qu'est-ce que tu ressentais au quotidien quand tu allais au boulot ? C'était comment ? J'y allais la boule au ventre parce que tout ce que je faisais était contrôlé ou peut-être critiqué. Par exemple, j'envoyais un mail, on me renvoyait mon mail avec ce que j'aurais dû dire à mes clients en rouge, en gras, en majuscule. Donc finalement, on est dans le stress constamment de se dire est-ce que ce que je fais est bien, est-ce que ce que je fais est pas bien. Et donc je perdais énormément en efficacité. Ouais, en efficacité et puis tout doucement, j'imagine, en confiance aussi. En confiance et en estime de moi, tout à fait. Parce qu'à force, ça se fait tout doucement, ça se fait progressivement. Et donc petit à petit, tu finis par te demander si ce que tu fais c'est bien, à tout contrôler, à plus oser, à prendre moins d'initiatives, j'imagine. Et on me le reprochait en plus. Et après on te le reproche, donc c'est un peu un cercle vicieux. Ouais. Donc à ce moment-là, tu viens me voir. C'était un petit peu avant le confinement. Tout à fait. On travaille ensemble sur un projet et ce qui ressort beaucoup, c'est à ce moment-là l'envie d'être à ton compte, d'être indépendante. Oui, c'est quelque chose qui, que j'avais toujours eu en tête depuis très longtemps, avec derrière moi toujours un besoin de sécurité aussi important qui me freinait peut-être. Et tu m'as aidé à déceler ce besoin d'autonomie et à sauter le pas en fait. Et alors, question que souvent on me pose, est-ce que tu avais, petite fille, un rêve professionnel ? Est-ce que tu avais imaginé un métier pour toi quand tu étais plus jeune ? Alors, plusieurs métiers. J'ai toujours eu ce goût pour la déco, l'aménagement. J'ai toujours été curieuse des petites annonces immobilières. Et voilà, mais j'avais, oui, effectivement, une envie d'être à mon compte pour avoir cette autonomie-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Aujourd'hui, je suis agent immobilier, mandataire exactement, pour un réseau qui s'appelle Efficity, et j'en suis ravie. Et alors, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'être agent immobilier pour ce réseau ? J'ai du coup mon besoin d'autonomie qui est comblé. Alors ça a forcément, comme chaque situation, ses avantages, ses inconvénients.
Mais aujourd'hui, j'y trouve beaucoup plus d'avantages, pardon. Et je me réalise dans ce métier. Et alors, comment t'en es venue à... Bon, tu me disais que tu avais cet intérêt pour la décoration, l'aménagement, que probablement tu regardais régulièrement les annonces, que ça t'a toujours intéressé, l'immobilier. Mais de là à te dire, bon, bah, c'est ça que je veux faire, est-ce que tu te souviens du processus? Est-ce qui t'a vraiment décidé à sauter le pas? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis déjà qui sont dans ce domaine-là, donc ça m'a permis d'avoir une bonne connaissance du métier. J'avais fait des remplacements dans une agence immobilière en tant que job étudiant. C'est vrai que je connaissais le métier, ça a été le fruit de discussions, de rencontres, et puis de me dire aussi que moi, ce que j'aime, c'est aussi tout le côté humain, l'accompagnement. Et je pense que acheter une maison, vendre une maison, c'est une transition de vie où l'humain a beaucoup d'importance. Et du coup, je trouvais que c'était un métier qui regroupait tous les critères qui, pour moi, étaient importants pour me sentir bien dans mon job. Donc, on a une image effectivement de l'agent immobilier qu'on peut tous avoir, d'un métier qui peut être effectivement assez sympa, assez fun, avec du contact, avec les visites de belles maisons, avec des histoires de vie. C'est vrai que ça peut être sympa. Donc, tu as cette idée-là, tu y penses, mais du coup, tu rends ça un peu plus concret en allant rencontrer des personnes, en allant les interroger pour voir si concrètement, tu fantasmes ou pas ce métier. Et là, tu te rends compte que non, effectivement, c'est OK, c'est bon pour toi, c'est ça? Tout à fait. Et après, alors, agent immobilier, il y a plusieurs moyens de le faire. Intégrer une agence, être mandataire comme moi pour un réseau, ou alors s'associer avec une personne qui a déjà la carte T, carte obligatoire pour exercer ce métier. Donc, j'ai fait ces démarches-là, d'aller rencontrer le directeur de plusieurs agences. J'ai discuté avec une de mes amies qui avait la carte T, mais qui faisait de l'immobilier commercial. Donc, j'aurais pu faire l'immobilier particulier. Et j'ai eu cette occasion de rencontrer d'abord une première mandataire d'un réseau, puis une deuxième du réseau Efficity. Et j'étais prête, dans ma tête, mes démarches étaient faites. J'avais choisi plutôt le statut, entre guillemets, de mandataire. Et donc, j'ai intégré très rapidement Efficity, où j'ai commencé ma formation. Oui, donc en fait, il y a le bilan de compétences qui te permet d'identifier tes leviers de motivation, tes centres d'intérêt, de remettre tout ça un petit peu en perspective, de prendre conscience que si à ce moment-là, ta confiance, elle est un peu malmenée, c'est aussi lié à un contexte. Enfin voilà, donc tout doucement, tu reprends un peu du poil de la bête, on va dire. Oui. Il y a le confinement qui se présente aussi, qui est, je pense, j'imagine à ce moment-là aussi, l'occasion d'y réfléchir, d'y penser. Ça a été aussi, je ne vais pas dire compliqué, mais j'ai un peu tout remis en question par rapport au premier projet qu'on avait dessiné ensemble, où j'ai eu une prise de recul et voilà. Et bon, de toute façon, j'avais décidé de bien vivre ce confinement, et je pense que c'est après vraiment où j'ai cheminé vers l'immobilier. D'accord. Et donc, tu avais cette idée-là, du coup, tu passes à l'action. En fait, je décortique un peu le processus parce que c'est intéressant et c'est important pour ceux qui nous écoutent de voir que tu t'es pas levé un matin et tu es allé taper à la porte d'Efficity. Non, ça se fait tout doucement, de manière progressive, à force d'avoir repéré un certain nombre d'informations, d'avoir fait des rencontres. Enfin voilà, ça se fait entre guillemets rapidement et en même temps, c'est un processus. Oui, c'est vraiment quelque chose auquel je pensais depuis très longtemps. Alors bon, j'ai vécu avec quelqu'un qui me disait, mais Émilie, c'est un job pour des femmes divorcées qui n'ont jamais fait d'études et qui ont plus de 50 ans, donc qui m'avait un petit peu, je trouve pas refroidi ou fait un tableau pas très glorifiant du métier. Donc ça, c'est vrai que ça m'avait freiné aussi dans mon envie de me lancer dans ce métier-là des années auparavant. Et ça a vraiment été le fruit de rencontres. Ouais. Et donc voilà, tu prospectes, tu vois toutes les formes possibles. Du coup, tu en arrives à saisir l'opportunité d'Efficity et du mandataire.
qui correspond à tes aspirations, à l'envie que tu as d'accompagner de manière spécifique des particuliers, d'être autonome, mais en même temps accompagné au sein d'une structure dynamique, innovante, jeune, enfin je pense. Oui, c'est voilà. l'image que j'en ai en tout cas. On est 80 dans le Nord, 3000 en France. C'est une structure qui existe depuis 15 ans. Et aujourd'hui, voilà, je suis seule, mais accompagnée avec des bases solides, où on peut, voilà, des échanges, de l'humain. On est vraiment accompagnés. Alors, aujourd'hui, donc maintenant, ça fait 3 ans, 2 ans que tu... Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. 2 ans que tu fais ce métier. Après 2 ans, quel est le bilan, entre guillemets, de ces 2 ans? Quel est le bilan? Je pense que c'est un métier déjà qu'on peut faire de façon différente, qu'on fait aussi en fonction de ce qu'on est. On ne va pas tous attirer les mêmes clients. Moi, je n'ai pas un statut, quoi. Je ne suis pas un requin, mais je le fais différemment. Avec je mets beaucoup d'humain dans tous ces processus, dans toutes ces relations. Parce que pour moi, comme on le disait tout à l'heure, bah oui, vendre une maison en général, c'est une transition de vie pour des raisons qui peuvent être agréables et parfois moins. Et chaque situation est différente, avec des problématiques différentes. Et il faut vraiment être à l'écoute, parce qu'on n'achète pas une maison comme on achète un petit pain, ou on ne vend pas une maison comme on vend une voiture. C'est marrant parce que tu parles de transition de vie, et il me semble que le premier projet, tout à fait. On était vraiment sur ce sujet de la transition de vie. Tu remarques que tu as que tu es amené à accompagner justement, parce que effectivement, on peut imaginer que ça peut être une séparation, un décès, un deuil, quelque chose comme ça. T'as l'impression d'en avoir attiré, entre guillemets, des profils comme ça? Oui. J'ai accompagné une famille, 3 frères qui vendaient la maison de leur maman, décédée 2 ans avant. Les frères ne se parlaient plus entre eux, donc il y avait vraiment une dimension humaine très importante, où il fallait essayer de recréer du lien entre les frères. Donc voilà, c'était pas que de l'immobilier. Ouais. À ce moment-là, oui, tu peux prendre une petite casquette de psy, j'imagine, pendant une période. Très souvent. Mais bon, comme on a vu, j'ai aussi cette qualité d'écoute, et c'est ce qui rend le métier aussi intéressant, selon moi. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu penses qu'on ne fait pas tous le même métier de la même manière. Enfin, un agent immobilier ne va pas attirer les mêmes clients. Et que l'enjeu, c'est vraiment d'être soi-même et d'être proche de ses valeurs, de le faire à sa façon. Tout à fait. Et donc, c'est ce que tu essayes de faire. Il y avait donc aussi dans l'accompagnement un aspect très esthétique à ton profil. D'ailleurs, tu viens d'un univers qui est très proche de cet univers-là. Comment tu le matérialises aujourd'hui dans ton activité? Alors, au fur et à mesure de mes ventes, des maisons que j'ai pu voir, de toute façon, depuis que je suis jeune, dès que j'arrive dans une maison, je me dis « Ah, bah, si c'était moi, je mettrais plutôt ce meuble-là, je casserais ce mur-là. » Donc aujourd'hui, je le matérialise au travers de projections 3D. Ça aide à plusieurs choses. Ça aide les acquéreurs à se projeter. Si par exemple on casse un mur pour apporter de la lumière, on ne fait pas seulement le dire, on le montre, la personne peut le visualiser, et du coup on arrive à lever ses freins. Ça aide aussi par exemple pour un bien qui est publié depuis un certain temps, qui a déjà été vu et revu, de créer des nouveaux visuels pour attirer de nouveaux clients. Ça sert aussi pour une maison qui est vide à de façon à la homestager virtuellement. Et comme ça, les acquéreurs potentiels arrivent à dire « Ah bah oui, tiens, dans cette chambre, elle n'est pas si petite que ça, parce que finalement, j'arrive à mettre un lit de place, une armoire, un bureau. Ah ben, finalement, ok, la maison me plaît et les chambres sont assez grandes. » Donc voilà, ça apporte vraiment plusieurs choses. Et puis moi, ça anime, ça répond à mon besoin du souci de l'esthétique et de la mise en valeur.
Ouais, parce qu'effectivement, on n'est pas tous égaux là-dessus. Je pense qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus de difficultés que d'autres à se projeter dans un espace. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Ouais, j'imagine. Et donc, toi, tu sais le faire. C'est quelque chose que tu sais faire. Et en plus, tu aimes le faire. Donc, Oui. tu le proposes à tes clients et ça leur permet de mieux se projeter, de mieux imaginer aussi l'endroit où ils vont pouvoir vivre. Et donc, de faciliter, j'imagine, les ventes pour ceux qui font appel à toi. Oui. Donc ça, c'est ton dada, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'animent? Qu'est-ce que tu aimes vraiment au quotidien? Qu'est-ce qui te réjouit dans ton quotidien d'agent immobilier? Alors, ça va être les découvertes des maisons, les découvertes des gens, de leur histoire. Et puis, c'est aussi d'offrir un accompagnement sur mesure où chaque vente est différente. Et donc, on apprend en fait tous les jours quelque part. Et du coup, parce que bon, là, on parle des choses que tout va bien, mais j'imagine qu'il y a des challenges à relever au quotidien. C'est quoi pour toi le plus gros challenge à relever en tant qu'agent immobilier? C'est finalement la prospection. La prospection pour avoir des nouveaux mandats. biens. Tout à fait. Et comment tu t'y prends aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs façons, plusieurs outils. Donc il y a la prospection téléphonique, il y a les flyers, les prospectus qu'on dépose, et après il y a aussi toute la communication via les réseaux sociaux. D'accord. Et ça, tu fais tout ça? J'essaye de le faire au maximum. J'imagine que la première, c'est celle qui est la plus difficile, non? Alors, je pense que la prospection téléphonique, moi, je la prends comme un jeu. Parce que si un client me dit non ou regardez, il y a marqué agence s'abstenir, c'est pas destiné à moi, Émilie Paulet. Et donc, je pense qu'il faut passer au-dessus pour pas perdre le moral et continuer. Et puis, si on a 3 fois un non, le principal, c'est d'avoir un oui à la fin. Oui, d'accord. Oui, donc tu as réussi. Alors, au début, tu te disais ça ou c'est l'expérience qui te permet de dire ça maintenant? Alors, j'ai déjà fait beaucoup de prospection dans mes anciens jobs avec des gros comptes de la cosmétique. Donc, des noms et des portes. T'en as pris? J'en ai prises. Donc, je me suis vraiment... Donc, j'ai eu... Cette histoire de jeu, c'est vraiment débutant de l'immobilier. Je me dis, bon, Émilie, allez, on y va. De toute façon, il faut commencer par là. Et si tu as un nom, tu passes au-dessus, tu continues. Mais l'histoire de jeu dans la prospection, non, c'est vraiment en commençant dans l'immobilier. Ouais, d'accord. Et puis parfois, on rencontre des gens très sympathiques. On n'obtient pas de rendez-vous, mais on a passé un bon moment aussi. Et donc, quand tu parles de prospection, c'est, j'imagine, aller regarder les annonces posées par des particuliers, c'est trouver l'endroit où elles se situent et les contacter pour... Oui. C'est pas de la prospection téléphonique comme ça, dans le dur non. Ouais. Non, on va par exemple regarder les annonces de particuliers sur Le Bon Coin et leur proposer notre aide en fait. Tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas un requin. Et que il fallait faire à ta manière. Donc, qu'est-ce que tu entends par être un requin? Je pense qu'il y a des personnes, si on leur ouvre pas la porte, ils vont passer par la fenêtre. Moi, je me dis que quand les choses doivent se faire, elles se font. Donc, je pense qu'il faut quand même de la persévérance, il faut suivre ses prospects. Mais je vais pas enfoncer des portes et m'imposer. Ouais, je le fais différemment et plus par de la recommandation, par proposer des services, vraiment faire de l'accompagnement. Ouais, j'imagine qu'il y a effectivement la porte est fermée, je passe par la fenêtre, mais à la limite, ça encore, on pourrait assimiler ça à de la persévérance, mais c'est plutôt peut-être de la médisance ou pas forcément critiquer peut-être un confrère ou ce genre de choses qui peut se produire aussi dans ce métier-là, j'imagine. Beaucoup, oui. Ouais, donc toi, tu cherches à te différencier avec du service, avec de l'écoute, de la qualité, du professionnalisme. Oui, je pense que c'est un métier aussi où ça se fait beaucoup par recommandation. Donc, quand on offre un accompagnement plus, les gens s'en souviennent et les gens parlent de nous en bien. Et un jour ou l'autre, ça paye. Ça paye. Alors parfois, il faut être plus patient que d'autres. Qu'est-ce qu'attend justement un client aujourd'hui qui met en vente sa maison d'un agent immobilier? Pardon. Qu'est-ce qu'attend un client
qui met en vente sa maison d'un agent immobilier. À ton avis, c'est quoi ses attentes? Il veut être sûr de vendre au bon prix, Mhm. de façon sereine, surtout avec le contexte bancaire actuel, et dans les plus brefs délais. Parce que je pense que quand une personne décide de mettre sa maison en vente, même s'il aime beaucoup sa maison, ou son appartement d'ailleurs, une fois que le processus est enclenché, il est déjà ailleurs. Donc souvent, il a envie que ça se passe vite, même si de temps en temps, à la signature, je pense à ma première vente, le propriétaire m'a dit, au moment de remettre les clés à l'acquéreur, a dit « Mince, j'ai oublié de dire au revoir à la maison ». Ouais, donc dans un premier temps, avoir quelqu'un en qui j'ai confiance qui va estimer ma maison au juste prix, ne pas me faire avoir. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, que l'agent immobilier s'assure que les potentiels acquéreurs soient solvables et une situation financière qui va faire qu'on ne va pas se retrouver avec une rétractation à la dernière minute, c'est ça? Oui, et puis c'est aussi faire du suivi, c'est appeler ses clients régulièrement, même si on n'a pas de visite, pas d'appel, pour les tenir au courant. Ou s'il n'y a pas de visite, leur faire part des appels qu'on a eus et pourquoi ça n'a pas abouti à une visite, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire des visites, pour dire de faire des visites. Le but, c'est que ce soit des visites qualifiées. Est-ce qu'il y a des situations qui sont vraiment particulièrement complexes que tu as pu rencontrer? Il peut y avoir des situations où vendeurs et acquéreurs ne s'entendent pas forcément bien, ou quelque chose qui n'est pas dit par le vendeur au début de la vente et dont on s'en aperçoit avant la signature du compromis. Donc il n'y a pas de... Ça manque de confiance entre acquéreurs et vendeurs. Et là, on a un vrai rôle de chef d'orchestre et d'essayer de rassurer tout le monde. Ouais, de médiation, c'est là où tes compétences humaines sont importantes. Très importantes. Pour comprendre l'un et l'autre et faire en sorte que la vente aboutisse malgré tout. Effectivement, oui, c'est un métier où on a besoin de beaucoup de compétences, compétences juridiques, enfin des compétences diverses, mais aussi beaucoup de savoir-être. Et c'est adapté à nos clients, en fait. Et alors, comment tu fais quand tu as, par exemple, un client qui a imaginé vendre sa maison un certain prix et que toi, tu n'es pas du tout en phase avec ce prix-là? Comment ça fonctionne? Alors, ça m'est arrivé souvent où je suis arrivée un petit peu après le début du processus, où la personne avait déjà vu des agences, parce que c'est vrai que certains donnent des prix plus importants que la réalité pour obtenir des mandats, parce que dans certaines agences, certains sont payés à la rentrée de mandat. Moi, ce qui n'est pas le cas. Moi, je suis payée si je vends la maison. Donc, mon objectif, c'est de ne pas faire rêver mon client. C'est d'aboutir, d'aller jusqu'au bout du processus, du projet. Donc, on a un outil d'étude de marché avec Efficity qui est très performant, où quand je vais estimer une maison, je vais comparer cette maison aux autres qui sont en vente au même moment. Des maisons similaires en termes de secteur, de surface, et à celles qui ont été vendues pour avoir un vrai prix du marché, parce qu'effectivement, le marché bouge. Ouais, mais alors du coup, tu arrives après, on a estimé une première fois ma maison à 800 000 €, puis toi, tu vois qu'elle est plutôt... le bon prix, ce serait peut-être plus 700. Comment tu fais pour gérer ça? Grâce à cette étude, je montre des choses factuelles. D'accord. Et donc, c'est tout un travail. Alors, de temps en temps, ça prend un petit peu de temps parce que... Il faut encaisser. Il faut encaisser, que souvent, les gens se sont dit, je peux la vendre 800. Donc, pour leur recherche de leur prochaine maison, ils se sont basés sur ce budget de 800. Donc, ça prend souvent un petit peu de temps. Il faut les laisser, si je puis dire, digérer. Et après, de temps en temps, moi, il y a des mandats aussi que je refuse parce qu'on leur en aura donné un prix ou ils en veulent un prix qui ne reflète pas le marché et donc n'est pas au bon prix. Et c'est inutile. Voilà, je préfère... tu restes droite dans tes bottes, tu vas rester sur le prix que tu as. Tout à fait. Parce que de toute façon, tu sais que tu n'arriveras pas à la vendre à ce prix-là. Voilà. Et si elle n'est pas vendue à ce prix-là, alors qu'il y avait une exclusivité d'une autre agence, je rappelle 3 mois après en disant souvenez-vous ce que je vous ai dit. Je pense que... Ouais, puis à la limite, là, à ce moment-là, tu as
vraiment la confiance des vendeurs qui voient que ce que tu leur avais raconté, c'était tout à fait juste. Tout à fait. Et donc là, tu peux récupérer l'affaire si... Oui. Ouais, ok. Et c'est quoi le scénario idéal, les clients idéaux pour toi aujourd'hui? Vendeur ou acheteur? On peut faire les deux. Je pense que les clients idéaux, ce sont des clients qui nous font confiance. Mhm. Ce sont des clients qui ont une prise de décision rapide. Mhm. Et pour les acquéreurs qui ont des bonnes conditions Financières et une bonne entente entre les acquéreurs et les vendeurs. Et justement, sur le contexte actuel, on sait que au niveau des banques, les banques aujourd'hui nous suivent un peu moins. Comment tu fais là en ce moment pour gérer cette problématique? Alors, moi de toute façon, j'ai choisi de rester positive et de ne pas m'inquiéter. Je pense qu'effectivement, oui, les taux remontent, mais la situation finalement est quelque peu normale et c'est peut-être la situation après confinement où les taux étaient très très bas qu'il l'était un petit peu moins. Donc, il faut vraiment accompagner nos clients en leur disant ça et je pense que le fait que le taux d'usure soit revu mensuellement à partir du 1er février va nous aider aussi. Mais je pense qu'il faut relativiser ces taux d'intérêt où on n'est pas non plus à des 8% comme on a pu connaître c'est vrai. avant. Ouais. Oui, donc les taux augmentent, mais on est plus sur des taux, on va dire, plus corrects que ce qu'on avait. Finalement, c'était les taux d'avant qui étaient surprenants, finalement, plus que ce qu'on va vivre aujourd'hui. Tout à fait. Et après, donc, je pense que notre rôle, c'est vraiment d'accompagner nos acquéreurs, de les envoyer vers les bonnes personnes, de leur dire que oui, leur banquier est là, mais on a aussi des courtiers qui peuvent leur apporter d'autres solutions. Oui, donc tu as autour de toi un réseau de courtiers en qui tu as confiance et vers qui tu orientes tes clients, qui pour être bien accompagnés, bien conseillés. Et c'est ça aussi qui te permet de sécuriser financièrement les vendeurs aussi, j'imagine. Ouais. Oui. Ouais. Si tout est parfait là dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De continuer à faire ce métier sans de prospection que par recommandation en développant mon activité de projection 3D en parallèle qui pour moi est un vrai plus. Ouais. Donc tu souhaites que le bouche à oreille fasse son effet et justement comment tu progresses aujourd'hui dans ton métier d'agent immobilier? Je pense quand on débute, il y a des choses où on dit j'aurais pu mieux faire et c'est noter toutes ces choses-là pour les améliorer. Et justement, du coup, on va partir sur l'échec, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris justement un peu en prenant les pieds dans le tapis qui t'ont aidé à grandir aujourd'hui? Non. Je ne les vois pas là. Non, t'as pas le souvenir d'avoir vécu une situation difficile? Si, j'ai vécu une situation à la réception du projet de compromis. On s'était aperçu qu'il y avait des grands problèmes structurels de la maison et le vendeur pensait me l'avoir dit, ne me l'avait pas dit. Donc maintenant, systématiquement, je re-questionne bien mes vendeurs en leur disant mais vous êtes sûr, vous m'avez tout dit, êtes-vous sûr? Parce que si vous ne me dites pas quelque chose maintenant, on s'en apercevra tôt ou tard et le projet peut être caduc. Donc il vaut mieux savoir les choses tout de suite, trouver des solutions plutôt que d'être au pied du mur et de pas pouvoir aller au bout. Ouais, donc tu survalides les choses avec les vendeurs et pour sécuriser tout le processus. Oui.
Écoute, Émilie, je te remercie pour cet échange. Merci à toi, Émilie. Je te souhaite une bonne continuation sur ce Merci projet. beaucoup. Ah, il me semble que si quand même, tu m'avais évoqué quand on a échangé par téléphone que tu cherchais des personnes potentiellement pour t'accompagner, c'est ça? Tout à fait. Si des personnes veulent découvrir le métier et pourquoi pas se lancer, je serais ravie de m'entretenir avec elles et de leur parler de mon expérience. Ah, parfait, merci. Merci, Émilie. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors si vous voulez en savoir plus, rencontrer Émilie, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux et même à la contacter si vous voulez éventuellement rejoindre son équipe et si vous voulez tester l'immobilier. Et puis si cet épisode vous a plu, partagez-le, transférez-le à des personnes qui pourraient être intéressées. Et je vous dis à la semaine prochaine.